On vous dit que le président français a plongé dans le grand bain diplomatique, encore faut-il savoir rendre les coups quand on plonge dans ce bain diplomatique. J'en entends certains dire, pensez-vous, il a 39 ans, qu'est-ce qui va se passer quand il sera face à M. Poutine, à M. Trump ? C'était en janvier dernier en meeting, une personne du public qui propose de mettre un coup de boule à ses interlocuteurs. Sûrement pas la réponse la plus adaptée sur le plan diplomatique. On va se demander ce que c'est que le macronisme à l'étranger, les marges de manœuvre du nouveau président français. Quelle sera la voix de la France? Autant de questions pour mes invités. François Géré, historien, président de l'Institut français d'analyse stratégique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Arlette Chabot est également avec moi, ainsi qu'Isabelle Gounin. Bonjour à vous deux. On se souviendra donc que le premier geste du nouveau président n'est pas un coup de boule, mais une double poignée de main que j'aimerais vous soumettre avec Donald Trump, d'abord à l'ambassade des États-Unis à Bruxelles, ensuite au siège de l'OTAN. La diplomatie version virilité, François Géré, ça a son importance ou pas? Écoutez, moi je suis un petit peu, comment dirais-je, pas choqué, mais cette insistance sur la virilité de la poignée de main, je vois pas très bien à quoi ça nous mène. Bah dites-nous, alors très bien. Je remballe ma question, c'est ça que vous êtes en train de me soumettre? Je pense qu'il a. Enfin, on se souvient que Donald Trump n'avait pas serré la main d'Angela Merkel. Voilà, il a serré la main. Oui, ça ne pouvait pas être viril. Non, enfin, bon, il a serré la main d'Emmanuel Macron et d'une certaine manière. Cela dit, c'est pas l'essentiel. Bien sûr que non. C'est important, naturellement, d'afficher une relation qui apparaît comme immédiatement positive. De là à s'imaginer qu'à travers ça, on est d'accord sur tout, on est quand même très, très, très loin de compte. Mais ça veut dire aussi que, là, on pourra mesurer si la poignée de main avec Vladimir Poutine est aussi virile, puisque là aussi, on a affaire à un dirigeant qui fait assez facilement dans le machisme, mais je ne suis pas sûr que ça nous avance à grand-chose. Isabelle. Oui, ça a en tout cas passionné les médias, et notamment les médias américains. Je peux vous citer quelques exemples. Par exemple, le New York Times a parlé de salut viril, de poignée de la mort. Le Washington Post a parlé d'une main féroce, d'une poignée de main féroce. Et c'est vrai qu'en faisant ça, d'un certain côté, on peut dire qu'Emmanuel Macron, véritablement, on sait que donc, Donald Trump a l'habitude d'attirer les gens vers lui et de vouloir montrer sa prééminence. Et là, on sent vraiment qu'il veut s'imposer, être un vrai interlocuteur, s'imposer comme l'interlocuteur européen du président. Bon, est-ce qu'il a réussi? C'est évidemment pas une seule poignée de main qui va le dire. Arlette Chabot, je remballe ma question ou pas? Non, ne remballez pas votre question, parce qu'effectivement, Isabelle a raison. On a bien vu dans les médias américains, d'abord, ils ont une curiosité à l'égard, effectivement, de notre président Emmanuel Macron. Puis alors, on a surtout regardé, on a bien expliqué, vous avez vu la jointure, c'est-à-dire que... Paraît que c'était blanchi. Voilà, quand c'est blanchi, ça veut dire que c'est très dur, c'est très viril, et que, voilà, donc... il devait être évidemment préparé, parce que c'est d'une manière générale, on a bien compris qu'Emmanuel Macron se prépare à toutes ces rencontres, l'une après l'autre, et avec beaucoup de soin. Donc il avait dû être évidemment prévenu de cette poignée de main forte du président américain. Il a résisté, il a souri, il a même tenu un peu plus longtemps que prévu, ce qui est une manière effectivement d'exprimer du « je suis peut-être le gamin ». Du répondant. Voilà, je suis peut-être le gamin, mais tu ne m'auras pas comme ça. Rassurez-vous, François Géré. On va aller dans le fond des choses maintenant. Cette poignée de main, j'aimerais vous soumettre la lecture qu'en fait Laurent Saïm, porte-parole de la République En Marche. Vous allez comprendre. C'est une poignée de main amicale et une poignée de main, en tout cas, de deux hommes qui ont envie de travailler ensemble. Et je crois qu'au-delà de la poignée de main, de tout ce qui va être dit sur la poignée de main, vous savez, il y a des exercices de communication politique. Donald Trump avait refusé de serrer la main avec Angela Merkel, lorsqu'Angela Merkel était arrivée à la Maison-Blanche. Et là, d'un seul coup, Donald Trump montre devant les photographes, le pool de la Maison-Blanche, les journalistes français qui sont dans la pièce, qu'il prend la main du président français et il tient longuement cette main. Ça veut dire d'une certaine manière, voilà, mon interlocuteur en Europe, c'est vous, le président Macron. Est-ce que c'est vrai, François Géré? Est-ce que l'interlocuteur principal de Donald Trump en Europe, c'est Emmanuel Macron? Eh bien non. Donald Trump va avoir en face de lui les responsables, les dirigeants de l'Europe. Il aura en face de lui Emmanuel Macron, il aura, comme
il l'avait eu quelques semaines auparavant, Angela Merkel. Il a aussi en face de lui des pays comme l'Italie, qui est l'hôte du G7 à Taormina, et tous ces pays n'entendent absolument pas se laisser dicter une quelconque stratégie en fonction des choix ou des positions ou des lubies de Donald Trump, que ce soit sur le climat, que ce soit sur le terrorisme. Cela étant dit, Trump, c'est une chose, les États-Unis, c'est, je ne dirais pas autre chose, mais il ne faut pas considérer que on a des désaccords avec Donald Trump sans oublier l'importance des États-Unis dans le jeu mondial. Donc, M. Macron se met dans une position qui est, je crois, pour le moment en tout cas, relativement subtile sur le plan tactique. Il se veut un interlocuteur majeur de Donald Trump avec ses partenaires européens, d'une part avec évidemment Angela Merkel, avec laquelle il a déterminé des liens privilégiés, et puis lundi, il va voir Vladimir Poutine. Et en fait, ce à quoi on insiste, c'est le début d'un exercice d'équilibre qui pourrait être très intéressant et très positif par la suite en ce qui concerne les relations entre les États-Unis, la Russie et bien entendu l'Union européenne, sans préjuger de ce qui va venir derrière avec la Chine. Arlette Chabot, est-ce que Emmanuel Macron, il cherche à être la tête qui dépasse de l'Europe? Alors, il veut d'abord être à la tête de l'Europe. Je crois que le message le plus important de la semaine, c'est ses rencontres aussi avec des Européens et son projet bien de refonder l'Europe. C'était un message, je pense, il y a eu deux messages au fond cette semaine pour lui. Il y a eu d'abord la volonté, effectivement, de renforcer au niveau européen comme au niveau français d'ailleurs la lutte contre le terrorisme. Premier message, c'était même il y a une semaine après le voyage au Mali. Et puis il y a eu le message européen. C'est pas juste, comme ses prédécesseurs, je demande la renégociation de traités, etc. C'est bien une refondation de l'Europe parce qu'il est persuadé que l'Europe ne peut plus être, selon son expression, gérée un peu au quotidien. Elle doit être refondée, sinon elle disparaîtra. Donc il veut être sans doute avec Angela Merkel, mais assurer sûrement un leadership parce qu'il arrive et parce qu'il a cette ambition vraiment posée de refonder l'Europe. Donc c'est lui à la tête d'un mouvement européen qui veut effectivement resolidifier cette Europe et être un interlocuteur très fort entre les États-Unis et la Russie et la France. Entre les États-Unis et la Russie, on le répète parce qu'on répète toujours la même chose, c'est revenir à la diplomatie traditionnelle de la France et comme il veut, comment dirais-je, reprendre la marche et reprendre l'image d'un président français, évidemment, comme François Mitterrand le dernier, la fameuse politique gaulo-mitterrandiste, eh bien, c'est ça, équilibre et poids de la France entre les États-Unis et la Russie. Et il le fait en tout cas avec son franc-parler, comme d'habitude, c'est-à-dire en disant effectivement, donc l'Europe, elle a des défauts, mais si on la gère médiocrement, elle se détricotera, c'est son expression. Donc il sait qu'il faut absolument avancer, absolument changer. Et ça, c'est quelque chose dans son discours qui revient résolument. On va parler de l'Europe, mais j'aimerais qu'on aille en Sicile, où se tient donc en ce moment un sommet du G7. Alison Tassin, vous êtes l'envoyée spéciale d'LCI. On sait qu'il y a de nombreux sujets qui fâchent, Alison, entre les 7 pays les plus industrialisés de la planète. Il y a eu une première réunion de travail en début d'après-midi. Comment ça évolue ? Oui, la première réunion de travail, un déjeuner de travail sur la question du terrorisme, c'est finalement le sujet qui divise le moins ces pays du G7 puisque tout le monde semblait à peu près d'accord. Ce qu'a demandé Theresa May, c'est notamment que les grandes entreprises qui travaillent dans le domaine d'Internet puissent prendre leurs responsabilités pour éviter la propagation du djihad. C'était une des demandes de la Première ministre. D'ailleurs, elle l'a évoqué dès ce matin dans un entretien bilatéral directement avec Emmanuel Macron. Mais le gros sujet qui fâche, c'est celui de l'accord
sur le climat de la COP 21. Vous le savez, c'est un accord qui a été négocié sous la présidence Obama et depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, eh bien, il laisse planer un doute sur le fait qu'il restera dans cet accord. Il ne prendra pas sa décision ici, c'est ce qu'il a indiqué, Donald Trump, mais une fois rentré à Washington. Cependant, il y a beaucoup de discussions, notamment avec les diplomates. D'ailleurs, du côté américain, on évoque des discussions assez énergiques sur le sujet, mais côté français, on indique qu'on veut travailler, qu'on veut convaincre Emmanuel Macron, mais Donald Trump, pardon, mais que Emmanuel Macron n'est pas le seul à discuter et à essayer de convaincre sur ce sujet. D'ailleurs, du côté italien, on mettait en avant le fait qu'il ne fallait pas que ça apparaisse comme 6 pays contraints contre les États-Unis. Et puis il y a un autre sujet qui fâche du côté de Donald Trump, puisque finalement c'est lui qui pose les sujets sur la table, ceux qui lui déplaisent. Eh bien, ce sont celles des relations commerciales. Elles sont en train d'être discutées actuellement. C'est l'objet de la 3e réunion de travail de cet après-midi, notamment parce que Donald Trump, eh bien, il n'est pas d'accord avec cette vision mondiale du fait de passer par l'OMC et de toutes ces relations multilatérales de commerce. Eh bien, lui préfère des relations bilatérales directement entre pays sans intervention donc de cet organisme. Et c'est notamment autour de cela que portent les discussions qui sont en train d'être menées actuellement. Beaucoup de sujets et à la fin, en général, des G7, il y a un communiqué qui donne un peu la teneur de la réussite ou de l'échec de ces réunions. Eh bien, les diplomates sont en train de travailler sur la question, mais par exemple pour l'accord sur le climat, il n'est pas sûr qu'il soit fait mention de cet accord pour éviter donc que ce soit totalement un échec. Il pourrait en revanche être une réussite du point de vue de la lutte contre le terrorisme qui semble faire plus consensus. Merci beaucoup. Alison Tassin en direct de Sicile pour LCI. Sur ce point-là, sur le climat, c'est un sujet qui a été abordé hier lors du déjeuner entre Emmanuel Macron et Donald Trump. On a beau être très volontariste comme l'est Emmanuel Macron, on n'est que la France, François Géré, et ça ne change pas. Alors, on n'est pas que la France. Ces dernières années, sur le plan diplomatique, on n'était pas que la France. Non, c'est parce que la France a pris l'initiative, c'est parce que la France a été l'hôte pratiquement de l'ensemble des activités diplomatiques liées au climat. Il y a la COP21. Voilà. Et donc, ça a été perçu un peu comme une affaire française, alors qu'en réalité, c'est une affaire mondiale. Bon. Alors, il n'est pas mauvais, même si on y mettra les formes. Monsieur Gentilone est très, très doué pour ce genre de choses, de ne pas donner l'impression que M. Trump est isolé. Le fait, c'est qu'il l'est isolé. Bon. Et donc, bien entendu, il n'y aura pas de document commun, il n'y aura pas de consensus. Mais M. Trump sentira bien que, effectivement, là-dessus, il est isolé. Qu'il a un ministre de l'Environnement qui fait partie de cette catégorie de gens. Il y a 1,5 milliard de gens sur la planète qui croient que la Terre est plate. Oui, et lui, il ne croit pas au réchauffement climatique dû à l'être humain. Et lui, il ne croit pas au réchauffement climatique, son ministre non plus. Il va donc revenir aux États-Unis et il sera obligé de dire, vous savez, quand même, les gars, on a un problème avec ça parce que tout le monde me dit qu'il faut faire quelque chose. Alors comment est-ce qu'on peut concilier mes promesses électorales, mes convictions et puis la réalité de ce qui se passe et notamment les accords, parce qu'on parle des Européens, mais les États-Unis sous Obama avaient conclu un énorme accord fondamental avec la Chine. Oui. Voilà. Et donc, on ne peut pas effacer ça. Je reformule ma question. Est-ce que la diplomatie française est plus forte au prétexte, Arlette Chabot, qu'Emmanuel Macron vient d'arriver à l'Élysée ? Est-ce qu'on a plus de moyens de pression sur Donald Trump, par exemple, pour lui imposer ou finir par lui faire signer cet accord de Paris ? Alors, respecter l'accord de Paris. Compliqué, effectivement. Donald Trump ne va pas se renier du jour au lendemain, mais il évolue sur un certain nombre de sujets. Mais c'est pas là qu'il va avoir l'air de rendre les armes. Il vient... on voit bien à l'OTAN, et il regarde un peu autour de lui, le nouveau siège, et il dit « je ne vous demanderai pas combien ça coûte, mais en revanche, il faudrait payer ». Bon, là, il ne va pas dire en regardant à Taormina, c'est beau, c'est vrai, le climat, il faut préserver, je change de vie. Je pense que l'élément important, c'est de lui expliquer que demain,
les mesures portant protection du climat, guillemets, à protection du climat, pourraient créer des emplois finalement aux États-Unis et pourraient faire redémarrer une machine économique. S'il n'y a pas un argument comme celui-là qui est de l'économie, voilà. Et on peut regretter qu'autour de la table, alors, on en soit encore au G7 et qu'il n'y ait pas effectivement ni la Chine ni l'Inde qui soient là pour expliquer au président américain pourquoi eux ont signé cet accord climatique. Donc la France plus forte, non, je crois que la France forte au milieu des Européens et la France au milieu de ceux qui effectivement empoignent sur tous ces sujets. Parce que je précise quand même, petit rappel de politique intérieure, quand le jour de son entrée en fonction, lorsqu'il a rendu hommage à tous les présidents, tous ses prédécesseurs, Emmanuel Macron a cité une chose concernant François Hollande, c'est bien la COP21. Donc au fond, là-dessus, évidemment, la France, non seulement parce qu'elle a accueilli la conférence et qu'elle a su la conduire, a envie de la mener. Donc il y a de toute façon un nouveau président qui suscite de l'intérêt. Ça donne toujours un petit avantage au début pour poser des sujets sur la table. Après, c'est à celui qui bénéficie de cet intérêt et de cette curiosité de conduire à bien ces sujets et ces dossiers. En termes de politique internationale, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, il y a un terme qui revient souvent, c'est celui de l'indépendance. Une formule employée par le porte-parole du gouvernement ce matin, dialoguer, ce n'est pas s'aligner. Le fait de dialoguer, ça n'est pas s'aligner. Et je crois qu'au contraire, c'est un signe de voir le président Poutine venir en France, demander à rencontrer Emmanuel Macron et travailler avec lui. Christophe Castaner qui fait ici référence donc à la visite lundi de Vladimir Poutine. Qu'est-ce que ça signifie l'indépendance, le non-alignement, François Géry ? D'abord, moi je suis obligé de constater que les relations avec la Russie ont été caractérisées par une effroyable incohérence ces 3 dernières années. Plusieurs facteurs l'expliquent, on ne va pas entrer dans les détails, mais il n'en demeure pas moins que vous vous souvenez que Vladimir Poutine devait venir en France pour inaugurer un certain nombre d'édifices, notamment religieux, et que la diplomatie française, enfin l'Élysée, lui a dit « Ah bah attendez, il n'est pas question de faire des réjouissances, on va d'abord discuter de la Syrie ». Bon, auquel cas Poutine a dit « Bah écoutez, je viendrai peut-être une autre fois, mais pas là-dessus ». Donc aujourd'hui, on revient sur, je dirais, 3 ans de passif et d'incohérence. Et pour employer une expression familière, Macron est là pour remettre les pendules à l'heure. Bon. En disant, oui, sur la Syrie, on a des divergences. J'ai tout à l'heure la politique traditionnelle de la France, gaulo-mitterrandiste, on pourrait dire aussi Jacques Chirac. On a beaucoup reproché à François Hollande, effectivement, ces dernières années, d'avoir été un peu trop suivi les États-Unis, l'Amérique, en tout cas
d'avoir eu une politique extrêmement dure à l'égard de la Russie. Alors oui, les relations n'ont pas été bonnes avec la Russie en ce qui concerne le candidat Emmanuel Macron, mais effectivement, il est élu, donc même s'il a été soutenu par Barack Obama, paf, voilà, on renoue avec Donald Trump parce qu'il est le président des États-Unis, et maintenant il se tourne vers Vladimir Poutine, qui est invité en France, et encore une fois, c'est quand même très intelligent de le faire venir au moment de l'inauguration de cette exposition à Versailles sur le tsar Pierre le Grand. Voilà, donc c'est une formidable occasion pour renouer, le rencontrer au Grand Trianon et d'essayer de renouer des relations normales. Et ce n'est pas un hasard si l'ambassadeur de Russie en France se réjouit aussi fortement de voir que M. Hollande parti, la France va pouvoir retrouver une relation, disons, convenable. Je ne dirais pas plus, avec la Russie, oubliant toutes ces années où, à la fois, Laurent Fabius au Quai d'Orsay, que effectivement les Russes détestaient particulièrement, et le président Hollande, lui aussi, est parti. Donc, nouvelle période qui s'ouvre, souhaite effectivement les Russes et Vladimir Poutine. Et ce dialogue, justement, c'est quelque chose qui fait à tous les niveaux. On l'a vu aussi avec les partenaires sociaux la semaine dernière, hein, quand il a rencontré Emmanuel Macron et les partenaires sociaux. Il les écoute et pour autant, effectivement, il ne s'alignera pas, ça c'est clair, mais il les écoute et il aime justement continuer à recevoir les gens et à entendre leurs positions et à leur donner le sentiment, en tout cas, qu'il les comprend. Vous parlez du social, c'est d'une forme de diplomatie aussi pour Emmanuel Macron. Hier, il est venu parler d'Europe, vous l'avez dit, à Bruxelles, Arlette Chabot, il a rencontré le président de la Commission européenne notamment. Et d'emblée, effectivement, quand il parle d'Europe, Emmanuel Macron, il parle des questions liées au social. Moi, je défendrai d'abord la vision d'une Europe qui protège. On a besoin d'une Europe qui protège et qui redonne du sens à ce qu'est justement l'Europe dans un cours du monde qui n'est plus compris de nos concitoyens. Donc, je vous le confirme, Monsieur le Président, vous aurez un allié sur tout ce qui rend plus fort l'Europe, sur tout ce qui la rend plus intelligible pour nos concitoyens et tout ce qui nous permet d'être à la fois plus efficace et plus juste. Monsieur le Président, c'est Jean-Claude Juncker en l'occurrence. Exactement. Et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, il s'est dit étonné justement que Emmanuel Macron parle de social en premier en arrivant comme ça pour cette rencontre. Il a dit c'est la première fois qu'un président français me parle d'abord de social. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle de social, Emmanuel Macron? Il parle de quoi exactement? De la directive sur les travailleurs détachés, par exemple? C'est un sujet très concret qui a été abordé dès hier. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, il veut une Europe qui protège, une Europe qui permette effectivement que tout le monde puisse s'épanouir. Et il y a pas mal de mesures comme ça. Donc à la fois pour les travailleurs détachés, il y a l'idée par exemple d'avoir une assurance chômage européenne, alors qui puisse aider certains pays au cas par cas, pas forcément une assurance pour tout le monde en même temps, mais effectivement qui s'adapte. Donc là-dessus, c'est une Europe qui veut avancer, qui va se libéraliser. Bon, il a parlé beaucoup de flexi-sécurité dans tout ce qui concerne le travail, mais pas au détriment du salarié. Et ça, c'est la flexibilité, mais avec cette fameuse sécurité, flexi-sécurité. L'Europe qu'il veut rebâtir ou réformer, François Géré, Emmanuel Macron, c'est une Europe sociale, économique, fiscale avant toute chose? J'ai le sentiment, mutatis mutandis, parce que depuis 20 ans d'Union européenne, beaucoup de choses ont changé. Il y a eu la crise qui n'est pas terminée. Et pour Macron, c'est un défi considérable. Comment trouver des solutions à la situation de la Grèce, par exemple? Comment trouver des solutions? Quand on parle d'une Europe qui protège, c'est aussi une Europe qui se protège. Et il y aura inévitablement une stratégie à conduire qui n'a pas été conduite sur l'immigration. Voilà. Nous ne savons pas quoi faire encore des flux migratoires. Oui, mais alors c'est pas un sujet qui a l'air prioritaire pour Emmanuel Macron. C'est pas celui qu'il aborde en priorité, en tout cas. Il n'en fait pas mention parce que je crois qu'il n'a pas encore trouvé les éléments de convergence avec Angela Merkel. Mais à mon avis, ça ne devrait pas tarder. Et puis aussi avec les autres pays, construire une stratégie par rapport aux flux migratoires de long terme, ça ne se décrète pas du jour au lendemain. C'est un énorme défi et donc il faut qu'ils le mettent en place. Isabelle Goudin, qu'est-ce qu'il a comme point de convergence
avec Angela Merkel sur l'Europe, Emmanuel Macron? Alors il y en a quand même des points de convergence parce qu'effectivement ce qu'il propose, comme le disait Arlette tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une refondation de l'Europe, c'est-à-dire il l'a bien dit, l'Europe a des défauts, il faut la faire évoluer, il faut la faire changer, il ne faut plus qu'elle soit cette Europe contraignante et on l'a bien senti pendant la campagne qu'il y a des vrais questionnements des Français sur la question européenne, l'identité européenne, sur ce que l'Europe nous apporte ou apporte comme contrainte. Alors justement lui, il a par exemple comme envie la création d'un budget de la zone euro à mettre en place. Il faudrait mettre en place également un ministre des Finances de la zone euro, un contrôle par le Parlement également. Et sur ce point, eh bien, il devrait trouver effectivement un écho favorable outre-Rhin, parce que notamment le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, eh bien, il est assez d'accord avec ça. En fait, le consensus qui apparaît, c'est qu'on a mis en place effectivement une Europe monétaire, mais qu'il manque les volets économiques, financiers, et que là-dessus, il faut avancer, il faut établir une convergence. Et l'Allemagne est d'accord pour aller dans cette direction. Arlette, il a les moyens de ses ambitions, Emmanuel Macron, sur l'Europe? Écoutez, en tout cas, quand il dit « je veux une Europe qui protège », c'est effectivement la réponse à tous ceux qu'il a entendus pendant toute la campagne. Dieu sait qu'il y avait beaucoup de candidats qui, je ne parle pas uniquement même de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, qui dénoncent cette Europe qu'au contraire, qui a apporté de la précarité. 8-9 sur les 11 contestaient l'Europe. Voilà, 8-9 qu'on au premier tour qui contestaient effectivement l'Europe, avec sortie des traités, voire sortie de l'union monétaire, avec une Europe qui, au lieu de protéger, au contraire, encore une fois, apporte de la précarité économique, sociale, du danger pour certains à cause d'une immigration non maîtrisée. Donc au fond, il a bien entendu. Donc lui qui a fait une campagne avec des drapeaux européens partout, c'est-à-dire que on disait c'est impossible, plus personne n'osait parler d'Europe, sauf pour la critiquer, pour proposer d'en sortir, ou proposer de la modifier très en profondeur, et non pas de la refonder comme il le dit. Donc il a bien entendu. Alors après, quand il parle, et les sujets qu'il a évoqués, c'est-à-dire d'une Europe sociale, bon courage, oui. D'une harmonie fiscale, bon courage, c'est-à-dire que théoriquement ce sont les sujets, c'est pas juste... On voit bien, on parle toujours effectivement de la directive travailleurs détachés, qu'il ne veut pas supprimer, mais... effectivement corrigé. Ça doit faire, si j'ai bien compris, à peu près 1 an qu'on en parle. Ça fait des mois qu'ils sont en train de travailler sur un nouveau texte. On n'y arrive pas. Quant à l'harmonie fiscale, alors là, c'est effectivement un problème. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il veut, et on va voir si ça marche, au lieu de prendre bout par bout, reprendre l'ensemble du dossier européen et essayer de recréer un espoir européen avec quand même, non pas si on est parti dans des discussions sur des nouveaux traités pendant 3-4 ans, ce que veulent les citoyens, c'est du concret demain, c'est-à-dire des signes qu'effectivement les dirigeants ont compris. C'est très intéressant, le ministre des Finances de la zone euro, mais pour les citoyens, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut qu'il arrive à trouver les moyens assez vite, au-delà de la refondation, pour envoyer des signes aux citoyens. Sinon, il n'y a pas de raison que les mouvements populistes anti-européens ne continuent pas à prospérer. Il faut voir d'ailleurs effectivement comment il peut intervenir dans le dossier, par exemple, grec, pour là aussi envoyer un signe pour montrer qu'il est attentif. Et d'ailleurs, c'est soutenu par Varoufakis, l'ancien ministre des Finances pendant la campagne, montrer qu'effectivement, il a le souci que Europe ne soit pas synonyme d'austérité demain. Il sera jugé sur sa réussite en Europe, Emmanuel Macron. Oui, et puis il a d'autres idées. Par exemple, il veut mettre en place un Buy European Act. C'est une mesure qui est basée sur une idée simple, c'est-à-dire on réserve l'accès au marché public européen en fait, à des entreprises qui localisent au moins 50% de leur production en Europe. Et là-dessus, il se rapproche de ce qui avait pu être fait aux États-Unis en 1933, donc également avec un Buy American Act. Donc c'est peut-être une mesure qui va un peu dans un sens de protectionnisme, mais il faut que les entreprises aient au moins 50% de leur production. Et ça peut être une entreprise étrangère, américaine, japonaise. Et là-dessus, quand même, il y a des mesures qui font qu'on voit cette protection, où est-ce qu'il la met et comment il voudrait la faire avancer. François Géré ? J'aurais tendance à dire que 30 ans plus tard, Macron met à l'ordre du jour, dans un contexte très différent, finalement un projet façon Delors. D'accord. Voilà. Oui. Avec évidemment une Union européenne. Mais c'est trop tard ou il est bon temps de le faire maintenant? Non, je dis mutatis mutandis. Mais cette combinaison entre le social, d'une part, la présence protectrice des États, d'autre part, et enfin la volonté d'avoir un marché qui soit un marché libre à l'intérieur de l'Europe, mais avec des capacités de protection par rapport
au reste du monde. Macron fait une espèce d'adaptation au temps nouveau. Et ça a, pour le moment, des chances de marcher. Si ce n'est qu'il va devoir se colter avec, d'une part, le protectionnisme à la Trump, et d'autre part, maintenant, la Chine qui s'est mis dans les rails d'être le champion de l'ultralibéralisme mondial. Et le président Xi Jinping, aujourd'hui, dit il n'est absolument pas question qu'il y ait des protections, et donc nous voulons être présents sur le marché européen. Oui, il faudra négocier ça. Il va scoltiner aussi ses partenaires européens. La différence avec l'époque de Delors, c'est que maintenant ils sont 28 en Europe et qu'il faut l'unanimité. Et comment il va faire bouger ces lignes-là? Il y a surtout, il a en tête Whirlpool, par exemple. Voilà, bon exemple. On disait précarité en Europe, une usine qui marche bien, qui gagne de l'argent, mais on délocalise en Pologne parce que les salaires sont plus bas. Et d'ailleurs, les Polonais sont déjà inquiets en disant, mais de toute façon, en plus, combien de temps ça durera? Parce qu'on est encore plus cher que d'autres. Et il y a une autre délocalisation qui peut s'annoncer. Donc, c'est pour ça que ces sujets sont extrêmement difficiles et, encore une fois, très concrets. Donc, il y a une ambition formidable qui, on voit bien, c'est sur l'Europe de la défense, l'Europe qui protège aussi par la défense, encore une fois, contre le terrorisme, l'Europe qui protège sur l'immigration non maîtrisée, sur le social, l'économie. Donc tout ça, ça colore tout le quinquennat et résume assez bien l'ambition d'Emmanuel Macron. Mais encore une fois, après, il faut, j'allais dire, délivrer sujet par sujet, thème par thème, et donner aux citoyens de quoi penser qu'effectivement, ça change et qu'on s'occupe d'eux. Et que c'est lisible. Voilà. Il a dit il faut qu'on la comprenne, l'Europe, hier. Toujours un espoir et n'est plus, encore une fois, une contrainte. Et justement, donc, pour que ça se voit au niveau des citoyens, par exemple, il veut mettre en place cette politique d'innovation très forte, cette politique de changement de la formation professionnelle. Vous savez qu'il veut véritablement révolutionner tout ce qui touche à la formation professionnelle. Donc, finalement, faire monter en gamme, en fait, les citoyens dans leur rapport au travail. Et ça les aidera, effectivement, après, à ne pas avoir à supporter des affaires comme, par exemple, celle de Whirlpool. De la difficulté de passer des promesses aux actes. Oui, on est toujours aujourd'hui dans un monde de l'instantanéité où aux promesses qui sont faites et aux intentions qui sont proclamées, on dit on veut des résultats demain matin. Or, on sait très bien qu'au niveau européen, ça ne se passe pas comme ça. Il y a encore un certain nombre de problèmes. On parlait d'immigration tout à l'heure et de la protection et de la sécurité. Il va falloir remettre sur la table le dossier des relations de l'Union européenne avec la Turquie. Or, là-dessus, on n'a pas avancé et c'est central. Et c'est central et ça fait partie des nombreux dossiers très compliqués qu'aura à gérer Emmanuel Macron. Merci beaucoup à vous trois d'être venus sur ce plateau.